cette femme terriblement et j'ai tellement souffert quand elle s'est fait partir. Et j'aurais voulu être là pour l'empêcher de partir comme ça. Le 18 août 2024, Alain Delon s'éteint à 88 ans dans sa propriété de Douchy. Dans tous les hommages qui défilent à la télévision ce jour-là, une chanson revient en boucle. Une voix de femme qui dialogue avec une voix d'homme. Parole, parole. Et derrière ce duo devenu mythique, il y a une histoire que l'acteur a gardée secrète pendant plus de 40 ans. Une histoire qu'il a fini par évoquer, la voix tremblante sur le plateau de CNews en avril 2019. Dali, ça me bouleverse. Parce que j'ai aimé cette femme terriblement. J'aurais voulu être là pour l'empêcher de partir comme ça. Ces mots, prononcés 32 ans après la disparition de Dalida, ont glacé le studio. Parce qu'ils ne venaient pas d'un ami lointain. Ils venaient d'un homme qui l'avait tenu dans ses bras, qui avait partagé son quotidien dans une petite chambre parisienne et qui n'avait jamais pu se pardonner cette soirée du 3 mai 1987 où le téléphone n'a pas sonné. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que leur histoire avait commencé bien avant la gloire, bien avant les paillettes, les robes longues, les voitures décapotables. Elle avait commencé sur un palier d'immeuble avec deux jeunes inconnus qui partageaient des œufs durs en rêvant de devenir des stars. Et ce que Delon a fini par avouer à la fin de sa vie change complètement la lecture de leur duo le plus célèbre. Tout commence à la fin de l'année 1954. Yolanda Gigliotti, 21 ans, débarque à Paris le jour de Noël avec une valise et un titre de Miss Égypte. Elle ne parle quasiment pas français. Elle vient de quitter le Caire, où sa famille italienne s'était installée des décennies plus tôt. Quelques mois plus tard, elle pose ses affaires dans une chambre modeste d'un immeuble situé près des Champs-Élysées, du côté de la rue Jean Mermoz. C'est là, sur le palier, qu'elle croise un jeune homme tout aussi inconnu qu'elle. Il a tout juste 19 ans. Il rentre d'un service militaire en Indochine où il a servi chez les fusiliers marins et il n'a pas le moindre projet professionnel. Il s'appelle Alain Delon. Les deux jeunes gens vivent dans des chambres voisines et partagent très vite une complicité de débutants fauchés. Une anecdote qui les a suivis toute leur vie raconte comment ils mangeaient des œufs durs ensemble pour économiser, parce qu'ils n'avaient pas de quoi se payer mieux. Ce détail, banal en apparence, dit tout de cette époque. Deux gamins qui rêvaient de tout, qui n'avaient rien et qui se soutenaient dans l'attente. Selon la version la plus répandue, il y aurait même eu un premier flirt à cette période avant que la vie ne les emmène chacun dans une direction différente. Sur ce point, certains témoins parlent d'un simple béguin de jeunesse, d'autres d'un vrai début d'idylle. La vérité reste floue et les deux principaux concernés en ont toujours parlé avec pudeur. Mais ce qui est certain, c'est qu'à cet instant-là, personne ne pouvait imaginer ce qu'ils allaient devenir. Les choses s'accélèrent rapidement. En 1956, la jeune chanteuse, repérée par Bruno Coquatrix puis lancée par Lucien Maurice, sort un titre qui va bouleverser sa vie, Bambino. Le morceau s'installe pendant des mois en tête des ventes en France et propulse Yolanda dans une autre dimension. Elle est devenue Dalida. L'année suivante, en 1957, c'est au tour d'Alain Delon de mettre un pied dans le cinéma. Sa carrière démarre lentement, puis explose à partir de 1958 avec le rôle qui le change à jamais aux côtés de Romy Schneider. Les deux anciens voisins de palier se retrouvent donc, presque simultanément, propulsés dans la lumière. Mais leur trajectoire les éloigne géographiquement. Lui tourne en France, en Italie, aux États-Unis. Elle enchaîne les tubes et les tournées, parcourant le monde. Pendant plusieurs années, ils ne se croisent plus vraiment. Ils observent pourtant, chacun de leur côté, l'ascension de l'autre. Quelque chose les lie au-delà de la distance, une forme d'affection silencieuse qu'aucun des deux n'a oubliée. Dalida garde un œil très attentif sur la carrière de ce jeune homme blond qui partageait jadis ses œufs durs. Elle voit ses photos dans les magazines, elle entend parler de ses films. Et lui aussi, depuis ses tournages, suit ce que la chanteuse devient. Cette période d'éloignement, ils ne la vivent pas comme une fin, mais comme une parenthèse. Le destin, lui, prépare quelque chose de bien plus brûlant. Il faudra attendre Rome et un tournage particulier pour que les choses basculent pour de bon. Le décor change en 1962. Dalida est en pleine tournée italienne, le pays de ses origines, où elle est devenue une icône absolue. Au même moment, Alain Delon arrive à Rome. Il a été choisi pour jouer dans Le Guépard, une adaptation cinématographique colossale du roman de Lampedusa. Le tournage s'étire sur plusieurs mois. C'est dans ce contexte, loin de Paris, loin des paparazzis, que les deux anciens voisins se retrouvent. Et cette fois, ce n'est plus une amitié de jeunesse. C'est autre chose. Une attirance qui couvait depuis longtemps prend feu d'un seul coup. Selon les confidences que Delon livrera bien plus tard dans son ouvrage « Les femmes de ma vie », publié en avril 2011 chez Carpentier, leur liaison se déroule entre 1962 et 1964 environ, dans la plus grande discrétion. Aucun magazine n'en parle à l'époque. Aucun cliché ne fuite. Personne ne sait, à part eux deux et un cercle minuscule de témoins.
Delon écrira lui-même que les rares témoins de leur liaison restèrent discrets pendant des années. Une romance enflammée, intense, vécue dans des hôtels romains, dans des appartements prêtés, à l'abri des regards. Les deux amants sont au sommet de leur beauté, de leur charisme, de leur insolence. Lui a les yeux les plus photographiés du cinéma européen. Elle a une silhouette et un timbre que toute l'Italie s'arrache. Et pourtant, ils optent pour le secret absolu. Pourquoi cette discrétion totale ? Parce que Dalida vit alors une période sentimentale extrêmement compliquée. Elle sort à peine d'un mariage avec Lucien Maurice. Elle enchaîne les histoires sans en stabiliser aucune, elle cherche un équilibre qu'elle ne trouve nulle part. Et Delon, de son côté, n'est pas non plus dans une période où une relation publique pourrait tenir. Il est encore associé dans l'esprit du public à Romy Schneider, dont la rupture officielle reste fraîche. Leur amour reste donc enfermé entre quatre murs, ce qui le rend encore plus brûlant, mais ce qui le rend aussi, fatalement, fragile. Le frère de Dalida, Orlando, lui-même très proche de sa sœur, ne découvrira l'existence de cette liaison que des dizaines d'années plus tard, quand Delon en parlera publiquement. C'est dire à quel point le secret avait été bien gardé. Dans une interview accordée bien plus tard à Téléstar, Orlando l'admettra sans détour. Il ne savait absolument rien de cette idylle italienne, alors qu'il vivait pourtant aux côtés de sa sœur la plupart du temps. Cette discrétion en dit long sur la manière dont les deux amants avaient verrouillé leur histoire. Pas un mot, pas une indiscrétion, pas une photo volée, une bulle parfaitement étanche dans un milieu où les bulles n'existent presque jamais. Cette passion, aussi intense soit-elle, ne va pas durer. La rupture intervient sans drame, sans cri, sans article dans la presse, selon ce que Delon en dira plus tard, et selon les éléments officiels rapportés par l'entourage de la chanteuse, c'est Dalida qui prend la décision. Elle traverse une période sentimentale chaotique. Elle confie à Alain ses doutes, ses peurs, l'impression de porter malheur aux hommes qu'elle aime. Elle ne se sent pas en mesure d'engager une vraie relation, et lui, plutôt que de s'opposer, accepte. C'est une rupture d'un commun accord, presque douce. Et c'est précisément ce qui va sauver leur lien. Parce qu'au lieu de se déchirer, ils choisissent de rester proches. L'amitié reprend la place de l'amour, sans rancune, sans amertume. Une chose à laquelle peu de gens parviennent après une telle passion. Pendant que Delon retourne à ses tournages et à sa vie sentimentale tumultueuse, Dalida vit ce qui sera l'un des drames fondateurs de son existence. En janvier 1967, son nouveau compagnon, le chanteur italien Luigi Tenco, met fin à ses jours dans une chambre d'hôtel après son passage raté au festival de San Remo. C'est Dalida elle-même qui découvre son corps. Le choc est dévastateur. Quelques semaines plus tard, elle fait une tentative qui la laisse plusieurs jours dans le coma. Elle survit, mais quelque chose en elle se brise. Pendant cette traversée du désert, Delon est l'un des hommes vers qui elle se tourne. Pas comme un amant, mais comme un soutien. Comme quelqu'un qui l'a connu avant la gloire, avant les drames, avant tout. Cette présence-là, silencieuse, fidèle, lointaine mais réelle, va devenir la trame discrète de leur relation pour les 20 années qui suivent. Tout se joue au début de l'année 1972. En Italie, une chanson cartonne dans une émission populaire intitulée Teatro 10. Elle s'appelle Parole Parole, composée par Gianni Ferrio, écrite par Leo Chiosso et Giancarlo Del Re. Le morceau est interprété par Mina, immense star italienne, et par l'acteur Alberto Lupo. Le concept est génial. Une femme déclare son amour, un homme répond par des phrases creuses qu'elle finit par dénoncer comme du vent. Orlando, le frère et producteur de Dalida, se trouve alors en Italie. Il entend le titre, comprend immédiatement le potentiel et négocie les droits pour une adaptation française. Reste à trouver la voix masculine. Dalida n'hésite pas une seconde. Elle veut Delon, personne d'autre. L'acteur, contacté à son tour, accepte avec enthousiasme. Les paroles françaises sont confiées à Michaele, parolière d'origine égyptienne, comme Dalida. L'enregistrement a lieu au Studio des Dames à Paris. Et ce qui se passe dans cette pièce-là, ce jour-là, est devenu une légende. Dalida enregistre d'abord sa partie, seule devant le micro. Quand vient le tour d'Alain, il fait quelque chose d'étrange. Il demande qu'on baisse les lumières. Il réclame un tabouret. Il s'installe face à la cabine, il regarde Dalida dans la pénombre et il ne chante pas. Il parle. Il lui répond comme s'il était assis en face d'elle dans un bar, comme s'il lui murmurait à l'oreille. La magie opère immédiatement. Orlando racontera plus tard, dans le documentaire Archives secrètes diffusé en 2021, qu'il leur a demandé après la session d'enregistrer une version où ils chantaient ensemble, juste pour le plaisir. Et là, dit-il, il y avait une complicité qui n'était pas présente lorsqu'ils enregistraient chacun leur voix séparément. Le 17 janvier 1973, le single sort en France. Il atteint la 10e place du hit parade, dépasse les 200 000 exemplaires vendus et devient le premier titre de Dalida classé au Japon, au Mexique et au Portugal. Ce qui devait être un simple duo entre deux amis se transforme en succès planétaire. Ce que peu de gens savaient à l'époque, c'est que ce duo n'était pas qu'un coup commercial. C'était une déclaration codée. Pour ceux qui connaissaient l'histoire entre les deux interprètes,
Chaque parole prenait une dimension supplémentaire. La femme qui se plaint des mots vides, l'homme qui répète qu'elle est belle, ce dialogue avait une charge intime que le grand public ignorait totalement. D'ailleurs, Delon racontera bien plus tard une anecdote qui dit tout. Au moment d'enregistrer le fameux « Que tu es belle » final, Dalida ne pouvait plus s'arrêter de rire. Lui, exaspéré et amusé à la fois, lui aurait dit dans un éclat franc « Je ne te dis pas que tu es belle parce que ce sont les paroles. Je te le dis parce que tu es belle. » Cette phrase, prononcée hors micro, résume parfaitement ce qu'il restait entre eux. Une tendresse intacte, débarrassée du poids de la passion, mais toujours vibrante. Le succès du titre relance leur complicité publique. Les deux apparaissent ensemble à la télévision, plaisantent, se taquinent, jouent la comédie du vieux couple qui ne se prend pas au sérieux. Pendant les années qui suivent, Dalida traverse des hauts et des bas. Elle rencontre Richard Chanfray, l'étrange comte de Saint-Germain, et vit avec lui une relation tumultueuse de 9 ans. Elle multiplie les Olympias, enregistre Gigi Lamoroso qui pulvérise les classements dans 12 pays et continue à régner sur la chanson française. En 1983, elle enregistre un nouveau titre baptisé « J'aime », inspiré par la musique du dernier film d'Alain Delon. Lui répond à son invitation sur un plateau de télévision pour l'écouter, ému, presque pudique. À cette étape de leur vie, il se voit moins. Lui s'occupe de ses propres tourments, elle s'enferme petit à petit dans une solitude qu'elle n'arrive plus à briser. Mais le lien tient. Discret, fragile, bien réel, il y aura encore quelques apparitions communes, quelques échanges téléphoniques, quelques mots échangés en coulisses, sans que jamais aucun des deux ne dise ouvertement ce qui les avait unis 20 ans plus tôt. Le pacte du silence, scellé à Rome, tient toujours. Le début de l'année 1987 est extrêmement sombre pour Dalida. Sa carrière marque le pas. Elle vient de tourner Le 6e jour, un film égyptien de Youssef Chahine qui l'a profondément éprouvée. Elle s'identifie à son personnage, une vieille lavandière brisée. Plusieurs de ses anciens compagnons ont déjà tiré le rideau eux-mêmes. Lucien Maurice, son ex-mari, en 1970. Luigi Tenco en 1967. Richard Chanfray en 1983. 3 hommes qu'elle avait aimés, 3 départs violents. Elle confie à ses proches qu'elle se sent maudite. Elle dira, dans plusieurs interviews tardives reprises depuis par son frère, « J'ai réussi dans la vie, mais pas ma vie ». Fin avril 1987, elle donne ce qui sera son dernier concert à Antalya, en Turquie, dans le théâtre antique d'Aspendos, les 28 et 29 avril. À son retour à Paris, elle paraît éteinte. Elle ne sort presque plus de son domicile situé au 11 bis rue d'Orchamps, dans le 18e arrondissement. Elle fume sans arrêt. Elle dort très mal. Le samedi 2 mai, elle annonce à son entourage qu'elle ira voir la comédie musicale Cabaret de Jérôme Savary au théâtre Mogador, puis qu'elle dînera avec son compagnon de l'époque, le médecin François Naudy. Selon les éléments rapportés depuis dans la presse française, dont le récit détaillé du frère Orlando dans plusieurs entretiens, ce dîner ne se fera jamais. Le coup de fil de confirmation n'arrive pas. Pour Dalida, déjà fragile, c'est l'élément de trop. Dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, seule chez elle, elle prend une dose massive de barbiturique accompagnée d'un verre d'alcool. Elle laisse 3 écrits, retrouvés sur place. Une lettre pour son frère Orlando, une autre pour son compagnon, et une phrase laissée pour le public, devenue glaçante avec le temps. « La vie m'est insupportable. Pardonnez-moi ». C'est son habilleuse Jacqueline qui découvre son corps dans l'après-midi du 3 mai. Elle a 54 ans. Le 7 mai 1987, l'église de la Madeleine accueille ses funérailles. L'édifice est trop petit. 40 000 personnes se massent dans les rues alentours. Sheila est là, Charles Aznavour aussi, Eddie Barclay, Enrico Macias, et au milieu de cette foule en deuil, un homme aux yeux clairs avance dans le cortège, le visage fermé. Alain Delon. Il ne dit rien ce jour-là. Il regarde simplement ce cercueil qui passe et il pense à tout ce qu'ils ont partagé. Le palier de la rue Jean Mermoz, les œufs durs, les rues de Rome, les hôtels secrets, le studio des dames et la lumière qu'il avait fait tamiser. Pendant les décennies qui suivent, il refusera presque toujours d'évoquer Dalida en public. Trop douloureux, trop intime, c'est seulement en 2011, dans son livre « Les femmes de ma vie », qu'il confirme noir sur blanc l'existence de leur idylle. Elle venait du Proche-Orient avec comme seul bagage un titre de Miss Égypte 1954. 10 ans plus tard, elle était devenue Dalida et moi, Delon. Puis, en avril 2019, sur le plateau de CNews, à quelques semaines de recevoir une palme d'or d'honneur à Cannes, il craque. Il entend les premières notes de « parole, parole » et ses yeux se remplissent. Il prononce alors les mots qui resteront comme la vérité finale de cette histoire. « J'ai aimé cette femme terriblement. J'ai tellement souffert quand elle s'est fait partir. J'aurais voulu être là,
pour l'empêcher de partir comme ça. Elle avait pris sa décision, elle ne voulait pas aller en arrière, elle voulait s'en aller. Selon les confidences qu'il fait ce soir-là, son plus grand regret est de ne pas l'avoir eue au téléphone avant qu'elle ne prenne sa décision. Pas parce qu'il pensait pouvoir la sauver, il sait qu'elle avait choisi, mais simplement pour entendre sa voix une dernière fois, pour lui dire ce qu'il ne lui avait jamais redit depuis Rome. Cette confidence-là, faite à voix presque basse devant les caméras, est probablement la plus douloureuse jamais lâchée par Alain Delon en plus de 60 ans de carrière. Lui qui a été l'incarnation de la maîtrise, de la froideur étudiée, de l'élégance distante, perd pied en parlant d'elle. Comme si tout le reste, les films, les Césars, les Palmes, comptaient moins que cette voisine de palier des années 50 qu'il avait perdue en mai 1987. 37 ans après ce 3 mai tragique, Alain Delon a rejoint Dalida le 18 août 2024. Et c'est peut-être ça, la vérité la plus triste de leur histoire. Pas l'amour caché, pas la rupture amicale, pas même le duo planétaire, mais le fait que pendant toutes ces années, depuis la chambre de la rue Jean Mermoz jusqu'à la Madeleine, deux personnes qui s'aimaient profondément n'ont jamais réussi à vivre ensemble la vie qu'elles méritaient. Ils se sont croisés trop tôt, ils se sont retrouvés trop tard, et quand le téléphone aurait pu changer le cours des choses ce soir-là, il n'a pas sonné. Reste leur duo, reste cette voix qui dit « encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots », et cette autre voix qui répète qu'elle est belle. Reste l'image d'un homme de 83 ans qui pleure encore en parlant d'une jeune femme rencontrée sur un palier 65 ans plus tôt. Et reste cette question que personne ne posera jamais à voix haute, mais qui plane sur toute leur histoire et qui résonne à chaque écoute du fameux duo. Si Dalida avait épousé Alain Delon en 1962, plutôt que de choisir le secret puis la fuite, est-ce que les choses se seraient passées autrement ? Personne ne le saura. Aucun journaliste, aucun biographe, aucun proche ne pourra jamais y répondre. Mais quand on regarde ce qu'ils ont laissé derrière eux, on comprend que certaines histoires d'amour ne meurent pas avec ceux qui les ont vécues. Elles continuent à vivre dans une chanson, dans un regard sur une vieille photo, dans la voix brisée d'un acteur qui, jusqu'à son dernier souffle, aura porté en lui le visage d'une femme qu'il n'a pas su retenir.